Sarah du montage. Salut toi, merci d'avoir cliqué. Pour retrouver l'ensemble des épisodes, il suffit de taper Passion entre parenthèses S sur Spotify. Si vous préférez le format vidéo, c'est directement sur ma chaîne YouTube, Sarah Merzoug, comme ça s'écrit. Bonjour Yann. Bonjour Sarah. Ça ne fait absolument pas 1 heure qu'on est ensemble et qu'on discute. Pas du tout, c'est tellement C'est naturel. très naturel. Je suis arrivée sur ce canapé, hop là, bonjour, comment ça va? Ouais. J'adore ton émission parce que tu fais l'émission, mais par contre on le fait chez nous par contre. Donc en fait, c'est un peu j'irai dormir chez vous, mais à l'inverse, j'irai tourner chez vous par contre. En tout cas Yann, je suis très contente de te recevoir dans cette émission, même si c'est toi qui nous reçois chez nous, on l'a bien Mais compris. Ça me fait plaisir, merci à toi de m'avoir proposé cette interview, ça me fait toujours très plaisir de t'avoir. Et de m'accueillir, oui, chez moi, effectivement, c'est assez cosy, hein, on va pas se mentir. Carrément, la salle est incroyable, vous pouvez voir derrière moi, c'est petite salle de projection. Oui, bibliothèque, salle de projection et puis chambre d'hôte aussi. Et du coup, je vais te demander de te présenter un petit peu, même si je t'ai déjà introduit. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et qu'est-ce que tu fais actuellement? Alors, je m'appelle Yann Turmel, j'ai 25 ans, je suis né le 25 septembre 1997 à Fécamp, Normandie, et nous sommes effectivement à Fécamp, Normandie aujourd'hui. Bon anniversaire du coup. Ah bah c'était en septembre. Hein. Ouais, mais c'était il y a moins de 2 mois. Oui. Actuellement, je suis auto-entrepreneur, je suis réalisateur, monteur et scénariste. Et quand tu parles de clients, c'est quoi en général? C'est des boîtes Ça peut être alors je pense surtout à des clients, on va dire, d'ordre privé, dans le sens où je peux avoir par exemple des comédiens ou des comédiennes qui viennent me voir pour réaliser par exemple leur bande démo. Ouais. Alors soit ils demandent des images et dans ces cas-là je les aide à filmer, ou alors je monte leurs images à partir des éléments qu'ils me donnent. Ça peut être ça, ou par exemple j'ai eu affaire par exemple à des chanteurs et des chanteuses qui viennent me voir pour réaliser des clips. Et dans ces cas-là, ils viennent me voir, on fait un devis, et à partir de là, on voit ce qu'on peut faire en images avec mon équipe et tout ça. Voilà, ça, ce sont des exemples que je peux avoir. Et là, en ce moment, je bosse sur un teaser pour un long métrage de fiction. Donc, la réalisatrice m'a passé les roches, et là, je bosse là-dessus actuellement. Ça, c'est incroyable comme projet. Ça doit t'exciter de ouf. Ah oui, bah après c'est toujours excitant, oui, et puis la réalisatrice est très très bien, elle est super, et puis de très très beaux projets, donc c'est vrai que c'est excitant de bosser sur un projet qui sur une personne que tu aimes bien, que tu aimes son travail et que le projet t'inspire en plus. C'est la première fois que tu réalises un teaser d'un long métrage comme ça? J'en ai déjà fait d'autres avec cette réalisatrice en question. Ok. Mais là c'est pour un de ses premiers longs métrages, donc là c'est vrai que ça met la barre haut, effectivement. D'accord. Ça va bien vendre le film quand même. Ça sera projeté? Là c'est en cours de production, donc il y a déjà une partie qui a été tournée, et là justement c'est à but de trouver des financements pour continuer l'aventure. Ok. Parce que malheureusement c'est un film qui est autoproduit, c'est très difficile maintenant pour les créateurs de trouver des producteurs et des financements. Donc on est passé par la case autoproduit. Ouais, et puis surtout en ce moment, l'industrie du cinéma elle est un petit peu bloquée depuis 2 ans. Donnez-moi des castings s'il vous plaît. Alors tu vas rire, mais pour le coup moi je l'ai parce que c'est vrai que sur les émissions on parle beaucoup justement que ça a été un problème, la crise du Covid. Alors moi oui ça a été mon cas parce que je sortais d'un service civique, je suis bon, super, je vais pouvoir aller bosser, et non, on m'a dit non. Tu restes chez toi, t'as plus de travail, tu rentres en Normandie chez tes parents, mais il y a quand même eu un retournement de situation, c'est que sachant que tout le monde était bloqué pendant un laps de temps considérable, ça a permis au contraire de mon côté de pouvoir créer mon réseau au travers des réseaux sociaux. Parce que du coup, au travers des réseaux sociaux, notamment Facebook, j'ai commencé à échanger avec des gens sur Messenger pour apprendre à connaître tout ce qu'ils font, leur carrière, découvrir ce qu'ils faisaient aussi. Et de là, commencer justement à créer des relations, et c'est de là que justement j'ai pu faire des bandes démos pour les comédiens, les comédiennes, faire des tournages aussi avec eux, voire même partir à l'étranger. Ouais, donc comme quoi le Covid, on a beau dire du mal, mais il y a quand même eu des avantages quand même, certes, même dans l'audiovisuel, c'est réussir à créer des relations, c'est parce que c'est ça,
avant tout, dans l'audiovisuel et même dans l'art en général, c'est une question aussi de contact et de feeling avec les gens concrets. Et faire nos petits bouts de chemin un peu tout seul sans être dans l'industrie directement aussi, quoi. Oui, passer par différentes étapes, des cinéastes un peu plus indépendants, avec des grosses boîtes. C'est ça qui est intéressant, c'est tu découvres un peu tout un large univers que que tu ne croyais pas connaître, ou au contraire que tu pensais connaître, et au final il est beaucoup plus large et grand. Et puis ouais, en plus, c'est surtout que c'est très dur en ce moment, c'est que vraiment, il n'y a plus de financement dans les projets. Moi, je trouve que ce qui sort en France, ou en tout cas au cinéma en ce moment, c'est pas... Ça pas me trois fameux. pattes à un canard, quoi. Il n'y a plus de nouvelles têtes, enfin... Ils font avec ceux qui sont dans le truc, qui sont déjà... Mais qui sont déjà dans le cercle très fermé. Ouais, je trouve que le Covid a créé un truc, en tout cas, par rapport à ça. Il a créé, on dirait, une sorte de faille, pas une faille spatio-temporelle, mais une faille culturelle assez énorme. C'est que beaucoup justement critiquent justement avec l'apparition des plateformes que ça a commencé à créer un gouffre. Oui et non, c'est vrai que c'est quand même plus ou moins responsable, mais d'une certaine manière, les gens, même j'en parle autour de moi, même mes parents, ils sont pas forcément dans le cinéma, mais ils aiment quand même avoir une certaine diversité dans ce qu'ils veulent voir, et ils le retrouvent pas dans le cinéma quand ils veulent aller au cinéma ou même à la télévision. Et du coup, ils vont vers justement des plateformes où justement tu as quand même de la variété, même dans les productions françaises. Oui, le cinéma français le veut bien aussi. C'est-à-dire que oui, mais même les séries françaises, mes parents ils ont regardé Lupin, parce que voilà, Lupin tu le retrouves pas sur les grandes chaînes de télé. Mais en même temps, si vous proposez pas un spectacle aussi énorme que ce que propose Netflix, alors que c'est de la VOD et de la télé même, bah oui, forcément, les gens ils vont aller voir ailleurs. Ils produisent les films que aucun producteur ne veut et qui sont des films d'auteur. Par exemple, le cas, on critique, mais par exemple Scorsese quand il fait Irishman, ça fait je sais pas combien de temps il a eu à le faire, mais personne ne le voulait. Et quand il a vu Netflix, ils ont dit oui tout de suite. Hein. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, alors que c'est Scorsese qui critiquait beaucoup les plateformes VOD, les cinémas divertissement à la Marvel. Si c'est lui qui le fait, c'est que quand même les gars, il y a un souci. Et même là encore, Scorsese, il a fait un autre film qui va être sur Amazon, il me semble. Encore une autre plateforme. Donc il est vraiment rentré dans ce game-là, quoi. Mais plein d'autres réalisateurs, même français ou même américains, maintenant tout se passe par là. Après, je connais pas le système Netflix, c'est que c'est pas forcément un bon système pour les droits d'auteur, parce qu'il y a aussi ce problème-là. Aussi à qui appartient l'œuvre maintenant. C'est vrai. Il y a cette question-là qui doivent être posées maintenant. Donc voilà, c'est ni tout blanc ni tout noir, c'est encore très très gris, on a du mal à comprendre le système là-dessus, mais reste que, oui, maintenant les œuvres françaises, il n'y en a plus des masses, et puis ne nous faites pas croire qu'on ne veut pas du cinéma de divertissement à la française, c'est juste soit vous savez mal vendre l'autre chose, parce que nous on va quand même aller voir les films Marvel, les films de science-fiction, là Avatar 2, là tout le monde, même moi je vais le voir parce que voilà, c'est le truc qui m'a attiré, et voilà. Ah oui, puis c'est l'événement, quoi. C'est l'événement, ça fait 13 ans qu'on l'attend. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est bon, on va le voir, c'est sûr et certain. Mais moi j'espère qu'ils vont quand même projeter le 1 avant que le 2 sorte, ils l'ont parce fait. que... Ils l'ont fait. Il y a une ressortie ils l'ont ressorti en septembre, figure-toi. C'est vrai ? Avec une remasterisation 4K, il me semble, oui, c'est ce que j'ai cru. Mais moi, il faut que je le revoie parce que il y a 13 ans, j'avais 9 ans. J'avais à peu près le même âge, pareil. Donc là... Tu l'avais vu en salle 3D, toi, au cinéma ? Non, c'était mon père qui l'avait craqué sur Emule et qui nous l'avait fait. Ah, ça balance les dossiers, c'est... Et on l'avait regardé à la télé, mais on avait une grande télé pour l'époque, mais genre c'était un truc de ouf d'avoir Avatar à la maison. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr déjà que téléchargé à l'époque. Non, moi je l'avais vu pour le coup au cinéma, dans la salle de cinéma de Fécamp. Alors,
habituellement, ils proposent jamais 3D, mais c'était la première fois qu'ils proposaient de la 3D Oui, chez mais moi. c'est ça, à Strasbourg, ils avaient aménagé, il n'y avait pas de salle 3D, ils avaient refait entièrement le Ouais, cinéma pour la sortie d'Avatar. ils avaient pareil aménagé quelque chose dans le cinéma de Fécamp, et moi je l'ai découvert en 3D dans la salle, grande salle en plus, impressionnant quoi. Ouais, c'est clair. Non, Avatar, c'est quelque chose quand même. Non, ça reste quand même une expérience, mais voilà, encore une fois, revenons à nos moutons. Voilà, en plus, on est quand même un pays qui a quand même des auteurs tels que Jules Verne, qui a fait émerger des artistes dans un magazine qui s'appelle Métal Hurlant, qui est un gros magazine de science-fiction. Enfin, Moebius, Drouillet, enfin, c'est des talents français, même Bilal que j'ai là. Enfin, c'est des talents français de la science-fiction, et puis on fait pas de la science-fiction. Le dernier film de science-fiction français en date, c'était quand même Valérian de Luc Besson. Bon, c'est pas la bonne période pour parler de Luc Besson, mais quand même, il a plus ou moins fonctionné, mais Et puis surtout, tout on regarde en France, c'est des comédies sociales pétées avec des rôles clichés pour les Noirs et ouais, les ouais. Arabes, et puis on nous fout du Athéna et du Bac Nord et du... Non, ça me pas aimé. Après, Athéna, il y a quand même, parce que moi je regarde d'un point de vue, on va dire, technicien. La forme est très belle. La Le forme- fond est nul à chier, mais la forme est très belle. La forme, elle est exceptionnelle. Mon Ouais. perso, j'ai jamais vu ça et je me suis dit, je suis dégoûté de ne pas l'avoir vu en salle pour vraiment avoir profité de l'immersion Ouais, des pour plans le coup, je suis séquences. d'accord. Mais le fond Après, du sujet... on peut critiquer le fond, mais il embrasse bien la forme parce que ça fait vraiment côté apocalyptique. Non, c'est sûr, mais c'est juste que ça pose des questions politiques, sociales, etc. Bah, moi, je citerai quelqu'un, enfin un de mes proches qui me disait, les gens, ils ont besoin de rêver, ils ont pas besoin qu'on leur amène à une réalité qui est leur quotidien. Alors c'est important, il faut traiter aussi des sujets, c'est important, mais encore une fois, question de diversité. Vous faites ça, mais il faut aussi que vous fassiez ça à côté. Il ne faut pas que ce soit 90% de films sociaux et genre 10% de petits films bas budget, de divertissement. Il n'y a, que du ça, et tu te dis, mais c'est dingue quand tu vois certains comédiens français qui ont quand même une sacrée carrière derrière, et tu te dis, mais pourquoi est-ce que vous continuez d'accepter de faire ces films-là Pour quoi. l'argent. Bah oui, pour l'argent, forcément. Et là, j'ai vu Novembre. J'ai pas vu Novembre, mais on m'a dit beaucoup de bien, tout comme Bac Nord, enfin, je sais pas. Moi, c'est juste qu'en fait, je comprends pas l'intérêt. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, je comprends pas l'intérêt d'apporter un truc aussi brut, aussi factuel, aussi vrai que Novembre au cinéma. Dans ce cas-là, fais un bon documentaire sur ce qui s'est passé. À la limite, fais un téléfilm, Puis tu même vois. même les documentaires, ils sont tout aussi bons sur Netflix aussi. Mais oui, il y a des trucs qui ont été faits sur le 13 novembre et je comprends pas pourquoi on a besoin de mettre un budget comme ça avec Jean Dujardin qui doit coûter mais un prix, mais je ne veux même pas savoir combien il a été payé pour ce truc. Et tu te dis pourquoi est-ce qu'il y a besoin de faire tout ça pour raconter les enquêtes du 13 novembre, et puis tu sais, c'est brut quoi, ça a pas sa place. Enfin, j'ai pas vu le film, mais de la manière dont il vendait, il y avait quand même un aspect aussi grand spectacle quand même. Mais c'est Que ouais, t'allais c'est suivre justement une chasse à l'homme assez dantesque. Ouais, mais non, ça m'a. Enfin, Avec pour beaucoup moi, de je l'ai tension. pas. Mais je l'ai pas vu, je peux pas en juger. Non, oui, oui. C'est pour ça que j'attends un peu au tournant des œuvres comme là par la suite Astérix et Obélix de Ouais. Guillaume Canet, ou alors, on oublie un petit peu, mais quand même les Trois Mousquetaires aussi. L'adaptation, le diptyque des Trois Mousquetaires par le réalisateur de Eiffel et de Papa ou Maman. Il a fait Papa ou Maman aussi, mais il a également fait Eiffel. Donc là, il y a quand même un sorte de retour quand même au film un peu KPP, on appelle ça. Eiffel, j'ai beaucoup aimé. Il y en a qui critiquent beaucoup le scénario, mais Oui, on peut pas reprocher au moins qu'ils ont voulu faire une fresque historique sur un sujet français quoi, important, Non, c'est sûr, oui. avec un casting assez intéressant. Romain Duris, on est content de le revoir, c'est un petit peu voilà, c'est un peu le gars qu'on aime bien, et puis Emma Mackey qu'on a découvert avec ses Sex Education, Ouais. Et qui est incroyable. franco-anglaise en plus, qui parle très bien français. Ouais. Fun fact, le Puy du Fou commence à produire des films KPDP. Il y a un prochain film qui va sortir, Vaincre ou Mourir, ça s'appelle, il me semble, qui va sortir en décembre. Et là, pareil, à regarder la bande-annonce, oui, c'est vraiment un gros film de divertissement qui va sortir. Là, il commence un peu. C'est le Puy du Fou. Hein. Là, on s'y attend pas du tout, mais c'est vrai que tu dis, bon, il faudra peut-être se longer à aller voir le Puy du Fou quand même pour produire des films comme ça, ou aller voir pour des films de ce genre. On disait que tu étais auto-entrepreneur, Oui. que tu réalisais, montais, écrivais des scénarios. Et en dehors de ça, donc
Ici, quand tu es dans ta maison et que tu n'as pas de clients, que tu es un peu tout seul, comment est-ce que tu t'occupes dans ton quotidien? Bah, Je crois que le meuble devant moi me donne un petit indice. Alors quand j'ai du temps, oui, mais en fait c'est une question de prendre son temps. Parce qu'il y a une bibliothèque pleine de DVD. Ouais, en face, vous voyez pas, mais une énorme bibliothèque, elle a jamais vu ça, la pauvre Sarah, ça lui fait tourner la tête. Et il y a aussi beaucoup de livres. Normalement, pour répondre à la question, j'essaie quand même, je prends mon temps pour lire. J'aime beaucoup lire. Là, enfin, c'est pas des lectures de romans, c'est plus, on va dire, des lectures pratiques de type, je lis beaucoup d'œuvres sur l'écriture de scénario. Vu que j'apprends toujours à écrire, je lis des bouquins théoriques sur le sujet pour me permettre d'écrire. J'écris quand même à côté, pas sur d'autres projets. Et vu que mon métier c'est ma passion et ma passion c'est mon métier, donc fatalement, quand je me retrouve chez moi, j'aime bien me retrouver à pouvoir écrire sur les choses qui me plaisent. Donc j'écris des scénarios, des courts-métrages et des longs-métrages. Et j'écoute un peu de musique quand même un petit peu, ça m'aide un peu à me concentrer. Mais sinon là j'ai repris goût en ce moment à refaire du dessin. Parce que avant de faire tout ça, du cinéma et tout ça, je faisais beaucoup de dessins. Et ça fait 15 ans que j'en fais, je fais beaucoup de portraits, de corps humains, ce genre de choses. Du coup, un sens assez aiguisé de l'esthétisme. Chaque art a a sa spécificité, ce qui la rend unique. Et comme on dit aussi, c'est pour ça que je fais du cinéma, c'est parce que c'est un art qui regroupe tous les autres arts aussi à côté, qui regroupe tous les métiers qui y travaillent, donc le son, la lumière, la peinture, la sculpture. L'écriture, c'est tout un bloc dans lequel un énorme bac à ça dans lequel on peut jouer en fait. C'est des activités forcément qui sont très solitaires. T'es plutôt solitaire dans la vie en règle générale? À la base, ouais, j'étais quelqu'un de très timide et solitaire. Mais faut pas croire, c'est parce que ce sont ces activités qui m'ont permis aussi de rencontrer les gens. Parce que quand j'ai appris le dessin, je ne l'ai pas appris tout seul, j'ai pris des cours avec des différents profs par-ci par-là, et c'est en ayant eu des cours avec des artistes qui m'ont permis justement de créer un lien, de créer un contact aussi avec les gens, de ne pas rester trop enfermé à chaque fois, non. Alors Yann, pratiques-tu un sport? Actuellement oui, j'en pratique deux en parallèle, je fais surtout beaucoup de natation, je fais aussi beaucoup de musculation, et c'est surtout ça. Après quand j'étais petit, j'avais fait plusieurs sports, j'avais fait de la gymnastique, du basket, du judo, de la plongée sous-marine. Voilà, et là je suis revenu et j'ai fait de la course aussi par le passé, et là je fais surtout pour m'entretenir, pour maintenir en forme et aussi pour me détendre, me dépenser. Beaucoup de natation, beaucoup de muscu. Oui. Normalement je suis un mec de la mer, donc quand je suis dans l'eau, je suis dans mon élément, donc ça me parle. Si tu me mets dans la montagne, alors oui la montagne c'est beau, il y a des reliefs, mais ça me dépayse, mais j'ai le mal du pays au bout d'un moment. C'est pour ça je sais pas si un jour je pourrais bosser, enfin vivre à Paris, bosser à Paris oui, mais vivre sur Paris je sais pas, c'est différent. Moi j'ai besoin de voir la mer une fois par mois. Moi, je me suis rendu compte de ça. Ouais, quand je faisais mes études supérieures, je me rendais compte que la mer, c'est vrai que ça me manquait. Hein. De pas entendre les mouettes, même si elles te chient sur le visage, quand t'entends pas les mouettes, c'est vrai que ça fait quelque chose. D'habitude, je pose la question, qu'est-ce que tu écoutes avant d'aller au travail? Mais tu ne vas pas au travail, vu que tu es au travail. Bah même quand je fais des déplacements sur Paris avec des clients ou quoi que ce soit, bah j'écoute pas de musique. Au contraire, parce que sachant qu'on fait des métiers où ça demande beaucoup d'observation, quand on écrit des histoires sur des personnages et tout, il faut aussi prendre un peu conscience dans l'univers dans lequel tu es. Et c'est vrai que juste écouter un petit peu les gens qui sont autour de toi, leurs conversations, capter des brèves d'informations par-ci par-là, ou ne serait-ce que juste les observer, comment ils sont assis, comment ils respirent, ce qu'ils peuvent imaginer, c'est un truc de concentration. Je préfère faire ça. Alors c'est une activité un peu solitaire, hein. Bon, on pourrait se faire passer pour des pervers sexuels dans le métro, mais non, sans compter que oui, dans les transports, non, j'écoute pas forcément de musique, je les écoute vraiment quand je suis plutôt chez moi, quand je suis dans le calme. Là, je me nourris de l'univers urbain, du bruit urbain. Et quand t'es chez toi, t'écoutes quoi comme style de musique? J'écoute un peu de tout, alors j'écoute pas non plus que du thrash metal ou du death metal, même si j'en ai découvert, j'aime bien. Il y a un groupe que j'aime beaucoup qui m'aide, c'est un groupe islandais, c'est Sigur Rós.
Je sais pas si tu connais. Non. C'est du rock, on va dire un rock alternatif. C'est un des genres dans lequel on les définit le plus. Mais c'est plus que ça, c'est un gloubi-boulga de différents genres cumulatifs. C'est le genre de groupe qui me détend, qui me relaxe et qui me met, on va dire, dans un état de transe pour écrire. Mhm. Si on peut appeler ça oui de la transe, mais en tout cas ça me vide la tête surtout. T'as besoin de musique pour écrire? Des fois avoir une musique, alors je dis pas que je suis comme Tarantino, mais par exemple Tarantino, l'anecdote dit que justement Tarantino quand il écrit justement il a toujours un fond musical, en tout cas il a une playlist, et à partir de sa playlist il écrit justement... Ah, le mood ouais. Ah oui, ok, d'accord. Ça représente quoi pour toi le cinéma? Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un art qui regroupe tout, et aussi c'est un art collectif. Que ce soit des sculpteurs, des peintres, c'est des choses très individuelles que tu peux faire seul chez toi. Le cinéma, ça reste quand même un art collectif. C'est-à-dire que tu pars bien d'une base qui est un scénario, mais ça reste un scénario si après derrière tu n'as pas des gens qui s'investissent pour pouvoir le faire. Et ça a une importance dans le sens où, comme je te disais, j'étais quelqu'un de très timide et solitaire. Beaucoup disaient que justement je me renfermais en me mettant dans le cinéma, sauf bizarrement c'est le cinéma aussi qui m'a permis de m'ouvrir aux autres et que les autres s'ouvrent à moi. Et est-ce que t'as un film qui t'a marqué plus que les autres? Alors ma première grosse claque quand j'étais tout petit, on en a parlé tout à l'heure, c'est Avatar de Ok, James d'accord. Cameron. En fait c'est tout simple, mais c'est en découvrant le film Avatar au cinéma que j'avais compris la notion de voyager à travers un film. Parce que j'entendais beaucoup les gens de mon entourage en disant « Oh, qu'est-ce qu'il était bien, on a voyagé pendant 1 heure, 2 heures. » Mais j'ai jamais compris cette notion-là. Et en fait, c'est une notion très métaphorique. Hein. Mais pour le coup, Avatar, c'est le seul film où je me suis dit « Ah ouais, j'ai vraiment voyagé dans un univers, mais j'ai complètement oublié où j'étais, qui j'étais. » Je me suis vraiment laissé emporter, en plus avec la 3D, donc t'étais dedans aussi, d'une certaine manière. Voilà, le cinéma, c'est avant tout faire voyager les gens en restant assis. J'ai envie de faire voyager les gens. J'ai envie de leur faire voyager, leur faire découvrir d'autres choses. Parce que petit, tu savais déjà que t'allais t'orienter vers ça? Vers l'âge de mes 7 ans, je savais que je voulais faire du cinéma, mais concrètement, je savais pas quoi faire dans le cinéma. Et c'est en voyant Avatar et James Cameron que je me suis dit, je veux être comme lui. Trop mignon. Ouais. Je pense que j'ai plus ou moins réussi. Il y a encore du chemin à faire, mais disons que j'ai fait en sorte de bosser pour pouvoir faire ce qui me plaît, ça c'est sûr. Nous, on s'est rencontrés dans le cadre de festivals de courts-métrages. Kino à Reditz qui se déroule en ce moment même. Voilà. Et du coup, toi-même, tu réalises des films qui ont déjà été projetés devant un public. Et je voulais savoir, qu'est-ce que tu ressens quand t'as un de tes films qui est projeté? C'est une drôle de sensation. Est-ce que tu as du trac? Alors il y a un peu de tout, mais c'est surtout que, en fait, une fois que le film est projeté, quelqu'un a dit, un réalisateur, il a dit, une fois que ton film il est fini, il est projeté, il est plus à toi. Et c'est un peu la sensation que j'ai ressentie, c'est-à-dire, ça y est, c'est plus à moi maintenant. Tu te sens dépossédé de ton œuvre? Après, c'est intéressant comme expérience parce que c'est comment les gens vont l'interpréter, vont se l'approprier, qui rend la chose intéressante, mais c'est vrai qu'on est dépossédé de son œuvre et on n'est plus maître après de son œuvre, une fois qu'elle est finie. Et comment tu gères ce truc-là? Comment tu prends le regard des autres sur ce que toi t'as fait, que t'as mis peut-être des mois à créer, ou alors en tout cas où t'as mis énormément d'énergie Le regard de l'autre, il peut être intéressant à avoir pour savoir si oui ou non tu as réussi à bien faire passer le message. J'y accorde quand même de l'importance, même si bon après j'ai voulu aussi me faire mon kiff on va dire. Je suis conscient que je ne peux pas faire plaire à tout le monde mes œuvres. Et pour toi, est-ce que le talent existe? C'est comme pain au chocolat ou chocolatine. Et bah chez nous on dit petit pain au chocolat, comme ça c'est réglé, on fait pas partie du débat. Ah pas mal, je l'ai pas encore entendu celui-là. C'est assez compliqué parce que les gens qu'on dit qui ont du talent, il y a quand même un travail derrière. On n'apparaît pas du jour au lendemain en sachant dessiner ou en sachant filmer ou en sachant chanter. Le talent c'est pas tant utiliser les outils, c'est comment on les utilise je pense. Et par moment même tu peux même justement en sachant quel outil fait quoi, tu peux aussi un peu gruger un petit peu et même contorsionner les règles pour justement créer quelque chose.
Alors ça passe ou ça casse. Mais je pense aussi surtout qu'il y a aussi une question d'intimité avec les œuvres qu'on crée. C'est-à-dire que on écrit aussi pour soi, on écrit sur ce qui nous parle, ce qui nous plaît. Et donc du coup, la façon dont on va amener le sujet va faire en sorte que l'œuvre justement va être unique et dire bon bah oui il a amené ce sujet de cette façon, c'est vrai que c'est assez ingénieux, talentueux peut-être. Après avoir parlé longuement cinéma, est-ce qu'il y a une lecture ou un auteur qui revient de manière récurrente dans ta vie? Le premier qui me vient, il y en a plein, hein, mais le premier qui me vient en tête, que j'avais découvert au lycée, c'était Erich Emanuel Schmitt. C'était lorsque j'étais une œuvre d'art. Ça m'avait beaucoup touché, faut lire lorsque j'étais une œuvre d'art, on suit le point de vue d'une œuvre d'art au travers justement des événements. À partir de cette œuvre-là, j'ai commencé à lire les œuvres de Schmitt. J'ai commencé à lire La part de l'autre, qui est un livre complètement incroyable. Le postulat est simple, et si Adolf Hitler avait été entré aux Beaux-Arts, qu'est-ce qui se serait passé? Il y a deux récits parallèles. Il y a le récit historique qu'on connaît des événements et il y a le récit alternatif. Et tu suis ces deux récits en parallèle et tu te dis, ça s'est joué à ça. L'une des dernières œuvres, alors là c'est plutôt dans mes recherches, mais il a écrit un bouquin, Journal d'un amour perdu, Schmitt, qui retrace en fait le deuil de la perte de sa mère. Et j'en parle parce que justement, le long que je suis en train d'écrire, il traite du deuil. Un auteur que j'aime qui parle d'un sujet qui justement j'écris, avoir son point de vue, c'est vrai que ça a été très enrichissant. Justement, la prochaine question, c'est est-ce qu'il y a une œuvre que tu aimerais adapter? J'en ai plein. C'est vrai que si je pouvais, une œuvre de Schmitt, j'aimerais tellement adapter une œuvre de Schmitt. Werber, j'aimerais bien. Allez, soyons fous, ouais, Jules Verne. L'ambition artistique de science-fiction, ouais, Jules Verne. Revenir à un récit Jules Verne, ça serait énorme. Cast 100% français, tout 100% français. Ouais, bah à la manière de ce qu'avait déjà fait Christophe Gans avec le Pacte des Loups. Quel est le projet que tu as réalisé dont tu es le plus fier? Il n'est pas encore arrivé, mais mon premier court-métrage de fiction produit. À la base, j'ai écrit un premier long-métrage de fiction qui traite de la schizophrénie. Ça fait déjà 3 ans que je bossais dessus. Je savais que je pouvais pas faire directement un long métrage. Et donc je me suis dit, bon bah c'est pas grave, je vais le réécrire en court métrage pour pouvoir le produire. Et ils m'ont dit, ah c'est bien, mais il faudrait quand même faire d'autres projets. Donc j'ai dû faire d'autres projets en attendant. Et là, ça y est, j'ai des gens qui me soutiennent pour pouvoir financer le film, mon premier court métrage de fiction. Et j'ai déjà le casting, le scénario il est bouclé, j'ai déjà une aide de financement de la part d'une association. Et moi je cherche encore 2-3 fonds pour le faire, mais il est parti pour pouvoir le réaliser. Il n'est pas encore fait, mais il est en cours. Voilà. C'est le cas de le dire. Oui. Et par rapport à ce que tu fais, est-ce que tu te considères toi comme un artiste? Non, parce que j'ai rencontré tellement de gens pour l'instant dans ma vie que je les vois comme des artistes, mais par rapport à leur parcours, ce qu'ils ont appris, leur technicité, que moi à côté, alors j'aime pas me comparer aux autres parce que chacun est unique, et il y a peut-être aussi un peu le syndrome de l'imposteur comme m'avait dit aussi Kylian une fois, mais je me considère pas comme artiste, plutôt comme un charlatan qui arrive un peu à écrire et à mettre en scène, mais pas un artiste. Je me considère pas comme artiste parce que je sais que derrière il y a quand même des équipes qui eux par contre sont des artistes. Tous les costumiers, les décorateurs qui investissent, qui pensent le décor, qui dessinent le décor ou les costumes, voilà, eux c'est des artistes. Les comédiens c'est quand même des artistes aussi. On l'oublie mais ça reste des artistes avant tout. Moi je suis juste un technicien. Ouais. Mais je me suis battu pour avoir ce titre parce que quand j'étais au BTS on m'a dit vous allez être des techniciens et c'était pas évident d'avoir ce titre là et moi je suis fier de dire que je suis technicien. Artiste je sais pas mais technicien oui. Est-ce qu'un artiste c'est pas un bon technicien qui a une sensibilité artistique? Ah, on a tous sa propre sensibilité. Comment on la retranscrit à la technique, pour le coup. Là, c'est pas évident. Est-ce que tu as des projets donc à court terme et des projets un peu plus foufou sur le long terme où tu te dis un jour, moi, je veux ça? Oui, c'est l'espoir fait vivre et les rêves aussi, non faire mon premier long métrage de fiction. Après oui, j'ai déjà des histoires que j'aimerais faire quand même un peu plus ambitieuses, un film de science-fiction,
ça va être casse-gueule à réaliser et à financer, mais je me suis dit bon, on s'en fout, mais faut le faire, j'aimerais vraiment le faire. Monter le projet au moins et Monter le voir, projet, écrire, le projet, je vois ce que je veux écrire, faut que je l'écris. Je sais ce que je veux en termes d'esthétisme, de style, voire même les gens avec qui j'aimerais bosser, mais voilà. Dans un projet à long terme, je pense que c'est avant tout faire ce qui me plaît. Le genre de cinéma qui me ferait bouger de mon siège pour aller à une salle de cinéma. Comment est-ce que tu imaginerais ta vie si tu n'avais pas été impacté par l'art? Aussi tout petit que je me souviens, j'ai toujours été impacté par l'art. Est-ce que tu viens d'une famille d'artistes? Non, même pas. Ouais. Ma mère travaille dans, on va dire, elle était comptable dans un centre de réinsertion. Maintenant, elle est chef d'équipe pour une équipe de réinsertion dans le textile. Quant à mon père, voilà, je t'avais dit, il était chaudronnier et tout ça. Ils ont quand même été avant tout impactés par l'art, déjà par la musique. Mes parents ils sont nés fin 68-69, donc ils ont connu les années 80, les années 70, donc ils ont connu les grands mouvements musicaux, et donc ils m'ont fait découvrir avant tout d'abord par la musique. Mmh. Et ce qui est bien avec mes parents, c'est que c'est deux pôles bien distincts. Ma mère pourrait écouter du Ena et du Nolwenn Leroy, quant à mon père il peut écouter du ZZ Top ou du AC/DC. Bon, c'est un peu caricatural, ils écoutent un peu ça, mais après ils ont des groupes communs tels que David Bowie, Elton John, des groupes avec qui ils ont grandi, et qui m'ont fait découvrir, et ainsi que Jimmy Cliff et ce genre de choses. Donc ça a avant tout passé par la musique. C'est vrai que mon père il m'a fait aimer le dessin parce que dans sa formation chaudronnerie, il y avait quand même une formation où justement il devait faire des croquis. Encore aujourd'hui, quand je fais des dessins, je viens à mon père parce qu'il a toujours le coup d'œil en disant c'est proportionnel, c'est pas proportionnel, dis-moi qu'est-ce que tu en penses au niveau de l'ombrage. C'est une des choses qu'on a en commun avec mon père. Est-ce que tu aurais 3 conseils à ton toi de 10 ans? Écoute tes parents. je sais, t'auras pas envie, mais crois-moi, enfin, avant tout, va vers les autres. C'est important parce que tu t'en rends pas compte maintenant, mais par la suite, ça va devenir vraiment un moteur pour ta vie. Et surtout, si tu te sens pas bien, pareil, parle-en autour de toi. Ça tourne beaucoup autour de l'extérieur, mais franchement, si je me serais pas ouvert, je pense que je serais pas là aujourd'hui à te parler, à parler devant une caméra et à parler aux autres, à faire ce que je fais, quoi. Mais surtout, oui, aie confiance en toi. Je pense que j'ai dit plus de conseils que d'habitude, mais ouais, aie confiance en toi. Alors, c'est le mec qui respecte pas du tout la règle, mais bon, quand même, aie confiance en toi. C'est tout ce que je peux te dire, mon petit. Et est-ce que tu as 3 questions à ton toi dans 20 ans? La question universelle, es-tu heureux? Je pense que parce que là j'ai 25 ans, donc dans 20 ans je vais avoir 45 ans. Est-ce que tu as réussi à atteindre tes objectifs professionnels tout comme personnels? Comment tu voudrais qu'on se souvienne de toi? J'ai pas envie qu'on se souvienne de moi en tant qu'humain, en tant que personne. Je veux qu'on se souvienne de ce que j'ai fait, mais pas de ce que je suis. Parole de technicien. Ouais, c'est ça. On met un peu de soi dans ces films, donc techniquement je suis ce que je suis au travers de mes films. On se souvient jamais de ce que les gens ont été, mais ce que les gens ont fait dans leur vie. Donc fatalement, si je dois laisser quelque chose dans l'histoire, ce serait au moins ça. J'ai cette envie de m'effacer, mais de laisser place aux autres et de ce que je fais. Ouais, et c'est très beau parce que ça parle aussi de ce qu'on disait tout à l'heure, à partir du moment où un film sort, il t'appartient plus, il appartient aux autres. Donc il y a un truc de don de soi qui est très Ouais. présent. Je donne peut-être trop de moi, peut-être, mais ouais. Ça sera pour une prochaine. Peut-être, ouais. Merci Yann de nous avoir accueillis. On arrive merci. à la fin de cette émission. Déjà, ça passe tellement vite. Mais merci à toi encore. Ça m'a fait très plaisir, c'était très intéressant. J'ai adoré parler cinéma avec toi. Merci encore. Merci. De rien. Bye bye. Bye. Et voilà, on a tout fini. Mais merci d'avoir écouté l'émission jusqu'au bout. Je te rappelle que tu peux regarder les épisodes précédents si tu les as loupés sur Spotify en podcast, Passion entre parenthèses S, ou bien sur ma chaîne YouTube, Sarah Merzoug. Allez, bisous!